Bonjour Étienne Copeau. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste de la Turquie contemporaine et de Chypre. Et vous êtes l'auteur d'un livre de référence sur l'île, justement, que vous avez coécrit avec votre épouse. Ça s'appelle Taksim, Chypre est divisée. C'est paru en 2005. On sent les personnages de ce reportage encore très meurtris par leur histoire. Comment l'expliquer tant d'années après ? C'est normal, parce que les meurtrissures proviennent des violences, d'une longue histoire de violence. Le documentaire, c'est un des rares reproches que j'ai à lui faire. Ce n'est pas un reproche, mais une précision qu'il faut faire, c'est que l'histoire ne commence pas en 1974, comme le documentaire semble le suggérer, mais c'est depuis les années 50. Il y a donc plusieurs générations de Chypriotes qui se sont combattus, qui vivaient en bonne entente auparavant, qui ont été divisés entre musulmans et orthodoxes par les nationalismes. Et le documentaire montre très fugitivement deux drapeaux, le drapeau grec et le drapeau turc. Ce sont les deux acteurs principaux de la mésentente chypriote, les nationalismes grecs et nationalismes turcs qui ont poussé les gens, qui ont berné les Chypriotes. Mais la population s'est retrouvée otage, en quelque sorte. Il y a un troisième acteur, c'est le Royaume-Uni. Et la ligne verte qui traverse Nicosie a été tracée par les Anglais en 1958. Donc il y a plusieurs générations qui ont subi des violences. Ensuite, la séparation a été quelque chose, séparation, déplacement de population des deux côtés par la violence. Elle a été extrêmement douloureuse. Ce sont des populations. La population du Nord, en particulier, n'avait même pas le droit à la nostalgie, même pas le droit de se plaindre parce qu'ils étaient considérés comme vainqueurs. Et il y a eu un malaise persistant qui dure. Je veux souligner une chose qui est simplement suggérée dans le documentaire. On voit des jeunes qui voudraient vivre en bonne entente. En 2003, quand la ligne verte a été ouverte, où les gens ont pu passer librement, nous, on avait très peur de violences créées par le ressentiment, parce qu'on avait entendu beaucoup d'histoires de ressentiment. Il n'y a eu aucun incident. Les gens se sont retrouvés, ont retrouvé leurs anciens voisins, leurs anciens amis, leurs anciennes maisons. Parfois, on fêtait les retrouvailles. Il n'y a eu aucun incident, aucune violence. Donc c'est possible. C'est avril 2003. Donc c'est possible. En un mot, en termes de chiffres, est-ce qu'on sait combien de morts le conflit a-t-il fait? Combien de disparus? J'avais fait le compte, mais j'ai oublié le chiffre exact. Plusieurs milliers de morts, entre 3 et 5 000. Le plus gros contingent de morts étant évidemment l'invasion de l'armée turque en 1974-74. Et beaucoup de disparus, évidemment. Bonjour. Bonjour Sévan Garibian. Vous allez nous le dire justement le nombre de disparus. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter. Vous êtes professeur de droit aux universités de Genève et Neuchâtel, spécialiste de la justice transitionnelle, et vous travaillez actuellement, vous menez un projet de recherche sur le droit à la vérité en contexte d'impunité de crimes de masse. Donc vous travaillez justement sur ces disparus, des dictatures, des conflits, etc. Combien de disparus alors pour Chypre? Dans le cas chypriote, on recense 2001 disparus. C'est l'estimation de la CMP, donc du comité dont on parle dans le reportage. 2001, précis voilà, quand même. parce que j'allais vérifier sur leur site, parce que les chiffres bougent évidemment au regard des travaux menés en cours. Donc 2001 disparus, sachant que ça signifie environ 1500 côté grec et environ 500 disparus côté turc. Ce poids de l'histoire du passé, de la mémoire traumatique, comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, j'aimerais vous répondre en rebondissant sur une phrase du reportage qui m'a frappée parce je la trouve importante, je la trouve forte. Je l'ai notée, c'est dans les murs de la ville, on se cogne sur les fantômes du passé. Cette figure du fantôme est importante parce que elle véhicule en fait l'ensemble des enjeux qui sont liés à la problématique de l'héritage et de la postérité des violences de masse, mais dans des contextes particuliers, c'est-à-dire dans des contextes d'impunité, de disparition des corps, ou aussi dans des contextes de déni politique. Donc on parle de Chypre et la Turquie, et je crois qu'il faut aussi rappeler que lorsque l'on a la Turquie en tête, on parle quand même d'un État qui a un passé criminel lourd, puisqu'il a un passé génocidaire,
Je fais évidemment référence au génocide des Arméniens. Donc voilà, dans ces contextes-là, qui sont empreints de déni, d'impunité, donc d'absence de recours à la justice pénale et ou de disparition des corps, ça, en fait, met en œuvre une forme de spectralisation des victimes. C'est pour ça que cette figure du fantôme est importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, elles sont... Alors c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'évidemment, l'absent est extrêmement présent. Par l'absence du corps. Que veut dire l'absence du corps ? Ça veut dire un corps qui n'a pas été enterré dignement, c'est-à-dire un corps sans sépulture, c'est-à-dire pour les familles un impossible accès au deuil, et c'est-à-dire de manière plus générale, c'est-à-dire au niveau sociétal, un impossible accès à la paix ou à la pacification, tant sur le plan individuel, personnel, que sur le plan collectif, c'est-à-dire sociétal. Et ça, on le ressent, je crois, fortement dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure. On va revenir à la question des corps que l'on exhume. On l'a vu, effectivement, c'est un élément fort du reportage. Vous avez parlé de déni, tous les deux. Comment est-ce que la mémoire et le déni, à la fois, se transmettent d'une génération à l'autre ? C'est familial, c'est l'école, c'est la politique, c'est quoi ? C'est familial, c'est aussi l'école, mais l'école, pour ce que je connais de l'école, je connais surtout l'école du côté turc, ne transmet qu'une version, la version officielle. Je pense que c'est la même chose de l'autre côté. Mais il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'histoire de Chypre unifiée des deux côtés. C'est très caractéristique. Par exemple, le documentaire qu'on a vu est beaucoup. C'est très caractéristique du côté grec, du côté sud. On considère que le problème commence en 74. Les Turcs, au contraire, considèrent que le problème est résolu à cette date. Et si on prend cette date pivot comme commencement ou comme fin, on prend parti pour un côté ou pour l'autre. Et c'est faux. Il faut prendre cette date comme partie intégrante d'un ensemble qui couvre pratiquement un siècle maintenant. Les malheurs commencent dans les années 50. La séparation elle-même des populations ne date pas de 74, mais de 64. Les gens ont vécu séparés et assiégés, même pendant 10 ans. Les questions mémorielles sont très importantes. Par exemple, les négociations qui ont lieu en ce moment même ont failli capoter en février pour une question mémoriale, pour une histoire de commémoration du référendum de 1950 du côté grec, qui a provoqué le retrait de la partie turque des négociations. Ça montre la sensibilité extrême. Une sensibilité extrême. Mais les deux sociétés, les deux communautés doivent reconnaître ce qui s'est passé. Or, ce n'est pas le cas du tout. Si vous regardez ne serait-ce que le nom des rues, à Nicosie Sud, il y a une avenue, et certainement dans toutes les rues du Sud, il y a une avenue d'Igénis Grivas, qui est le patron, le chef des milices qui assiégeaient les Turcs et qui perpétraient des assassinats. C'est un assassin. Et du côté nord, évidemment, il y a des toponymes, des dénominations qui démontrent que la réalité historique n'est pas reconnue et il y a dissension totale sur la réalité historique entre un côté et l'autre. On annule la présence des uns et des autres, en quelque sorte. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à cette histoire commune ? Est-ce qu'il faut passer par un processus de justice ? Parce qu'on entendait dans le reportage cette femme dire « Moi, je n'ai pas donné l'immunité à ces gens et je veux les voir. Je veux les voir dans le box des accusés. » Est-ce que ça va être possible, typiquement, pour Chypre ? Non, je crois que déjà la première difficulté, c'est celle d'identifier les besoins des victimes. Ces besoins sont multiples, ils prennent différentes formes, ce ne sont pas les mêmes, il n'y a pas comme ça des besoins universaux qu'on pourrait retrouver sur tous les terrains, dans tous les temps. En revanche, il y a des croisements qu'on retrouve. Et du point de vue juridique, lorsque l'on parle de justice transitionnelle, c'est-à-dire la justice transitionnelle, simplement, c'est un ensemble de mécanismes de justice divers, donc pénaux ou non, étatiques ou internationaux, judiciaires ou extrajudiciaires, qui sont mis en place dans des contextes de transition politique. Donc lorsque l'on pense la justice transitionnelle et que l'on pense la lutte contre l'impunité, du point de vue du droit, on identifie 4 besoins particuliers des victimes qui sont savoir, donc avoir un accès à l'information, savoir ce qui s'est passé, par exemple, dans ce cas-là avec les disparus, donc rechercher et identifier les corps, notamment avoir accès aux archives, etc. Juger, donc avoir accès au juge pénal pour avoir une désignation des responsables et une condamnation pénale à terme, c'est ce que réclamait la personne qu'on a entendue tout à l'heure.
réparer, si tant est que ce soit possible de réparer, donc réparer symboliquement ou matériellement, et garantir la non-répétition, c'est-à-dire savoir qu'on vit au sein d'un espace politique qui, dans la mesure du possible, garantit le fait que ces faits criminels ne se reproduisent pas. C'est ça et uniquement ça qui permet de reconstruire le tissu social. Donc savoir, juger, réparer, garantir la non-répétition. Ça, c'est dans l'idéal. Maintenant, si on observe la réalité, pour revenir à votre question, l'accès à la justice pénale est l'exception. C'est-à-dire qu'en fait, le plus souvent, et au-delà même du cas chypriote, l'impunité prédomine dans des sociétés post-conflit, ou alors, lorsque la justice pénale existe, lorsqu'elle est accessible, il faut rappeler qu'elle est limitée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas répondre à toutes les attentes ou tous les besoins en fait, des victimes. Je crois que ce qui prédomine, et pour faire le lien avec ce que vous disiez à l'instant, Étienne Copeau, concernant le manque de reconnaissance, je crois que c'est vraiment un mot-clé pour comprendre la problématique de la transmission de la douleur. Je crois que le premier pas, clairement, vers la paix, c'est l'accès à la vérité. Et l'accès à la vérité, il y a divers moyens de pouvoir le mettre en œuvre, cet accès. L'accès à la vérité, c'est notamment cette vérité terrible qui est celle que vous évoquez dans le livre et qui est un tabou absolu, celle de la profanation des cimetières. Et ça, voilà, typiquement, personne n'en parle. Est-ce qu'il faut en dire quelque chose ou est-ce que, parce que ça laisse, ça a l'air de laisser des traces indélébiles. C'est un sujet énorme et qu'on a découvert en arrivant dans l'île, c'est qu'il faut le dire clairement, tous les cimetières orthodoxes du Nord, toutes les tombes de tous les cimetières orthodoxes du Nord de l'île, ce qui représente à peu près 300 villages, 300 cimetières, systématiquement ont été brisées, parfois les tombes profanées. Ça représente un travail pour briser des tombes en béton armé. Donc on n'a jamais trouvé une seule étude, un seul document là-dessus. Ça veut dire que ça a été fait de manière systématique et volontaire et une dirigée. Une armée de gens armés de masse, bien sûr, c'est quelque chose de planifié. Bon, les Chypriotes, je dirais musulmans plutôt que turcs, qui sont venus s'installer dans les anciens villages orthodoxes, vivent depuis 42 ans dans des villages à proximité de cimetières dont les tombes sont profanées, sont brisées. Pour nous, c'est un mystère. Il n'y a jamais eu de réaction. On a écrit un chapitre entier, surtout mon épouse qui a écrit ce chapitre-là, sur un événement qui est, à notre avis, peut-être unique dans son caractère systématique, planifié. Presque un génocide de morts, quoi. On a intitulé le chapitre « Tuer les morts ». Et on avait peur que ce chapitre fasse scandale, que ça envenime les choses, que ça jette de l'huile sur le feu. Non, il n'y a eu aucune réaction, ni d'un côté ni de l'autre. Pourtant, ce livre a été traduit en turc. Donc, tout le monde sait, tout le monde se tait, en quelque sorte. Même en Turquie, le livre existe, le chapitre existe en turc, et on n'a pas eu de réaction, du côté grec non plus. Donc ça reste un mystère. Ça fait 10 ans qu'on a publié ce livre, on n'a jamais eu d'écho, de réaction sur cet événement, qui est un événement, vraiment. C'est le tabou ultime, en fait. Et ça se produit souvent dans les on le retrouve sur d'autres terrains. Oui, on le retrouve sur d'autres terrains, tout à fait, absolument. Et qu'est-ce qu'on dit en tuant les morts, justement ? C'est comme les niais, c'est comme le déni qui est un deuxième assassinat, c'est ce qu'on dit, tuer les morts et tuer la mort. Donc brouiller complètement les frontières entre la vie et la mort, ça c'est d'une violence symbolique extrême. Et je crois qu'en écho à ce que dit Étienne Copeau, cette histoire de tabou, c'est vraiment important pour comprendre la profanation. La profanation des morts, c'est porter atteinte déjà d'une part à des personnes qui ne sont plus là pour se défendre, d'autre part porter atteinte à leurs droits, puisque les morts ont des droits, je crois qu'il est important de le rappeler, droit à l'honneur, droit à la dignité, droit à la paix. Et lorsque l'on atteint les droits des morts, par ricochet, on mutile la mémoire et l'identité de la communauté concernée. Donc on mutile un espace sacré, je veux dire, il s'agit quand même de sépultures, de tombes, de cimetières, qui sont aussi des lieux de recueillement et de mémoire et d'une certaine manière de transmission. Donc ce sont des crimes particulièrement odieux, le crime de profanation. Et par ailleurs, je tiens à souligner le fait que ce que l'on constate de manière générale derrière la profanation, c'est qu'il s'agit d'actes qui sont empreints le plus souvent de haine et de racisme.
J'aimerais aborder une dernière question dans cette émission, c'est celle de l'identité. On en a entendu parler dans le reportage. Ici, disait cette jeune femme, on est tous chypriotes, ni grecs, ni turcs. Cette identité qu'ils tentent de construire, a-t-elle jamais existé, cette identité commune ? C'est débattu. La toute première fois qu'on est allé à Chypre, on a posé la question de l'existence d'une nation chypriote et les gens riaient presque. Parce que le nationalisme aussi a inculqué l'idée qu'il n'y a qu'une nation turque et une nation grecque et que Chypre devrait appartenir à l'un ou à l'autre ou être divisé comme c'est maintenant. Mais les Chypriotes, alors ça c'était vraiment très fort dans leur récit des Chypriotes turcs qu'on a interviewés, se sentent absolument chypriotes. Et ils souffraient de la séparation parce qu'ils avaient besoin de voisins et d'amis qui parlent grec, ils avaient besoin d'entendre parler grec, ils l'avaient encore dans l'oreille, nous disait-il. Et c'est une souffrance, cette séparation, c'est une amputation. Et ces antagonismes entre orthodoxes et musulmans, finalement, sont construits Ils sont construits par le nationalisme, mais eux sont capables de les dépasser. Il y a même des personnes qu'on appelle les Lino Bamba, qui sont, ça veut dire l'un coton, qui sont à la fois musulmans et orthodoxes. Je vais vous raconter une histoire. On avait une interviewée elle avait à peu près 30 ans, qui regrettait, sa grand-mère parlait grec, une interviewée turque, et elle regrettait de n'avoir pas appris le grec avec sa grand-mère. Et quand on l'a revue les années récentes, elle avait eu une petite fille. Nous sommes donc dans un milieu turc. Son mari est policier. Elle avait eu une petite fille, elle l'a appelée Ella. Ça veut dire viens en grec. C'est joli. On va conclure là-dessus. Je suis navrée. Oui. On aurait encore tant de choses à dire. Mais merci beaucoup tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et Étienne Copeau, vous signez un blog qu'on peut trouver à l'adresse sousam-sokak.fr. C'est une mine d'informations sur la Turquie et Chypre. Et Sevan Garibian, vous avez publié de nombreux ouvrages. Je signale le dernier, La mort du bourreau, réflexion interdisciplinaire sur le cadavre des criminels de masse. C'est paru aux éditions Petra en 2016. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautspascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous parlerons médecine et big data. Grâce aux métadonnées fournies par des patients du monde entier, on peut désormais prédire les risques liés à notre profil génétique. Et ça pose quelques dilemmes éthiques. Découvrez-les samedi prochain dans Faut pas croire. D'ici là, portez-vous bien.